La nuit est retombée sur l'institut, mais le calme n'est qu'une illusion. Derrière les murs encore marqués par le fiasco de la cérémonie, chacun porte le poids d'une culpabilité diffuse, d'un soupçon jamais totalement formulé. Anaïs, elle, sort de l'hôpital sans séquelles physiques, mais profondément ébranlée. Son corps va bien, selon le médecin, pourtant son regard trahit une fatigue plus lourde, celle qu'on ne soigne pas avec des examens médicaux. Elle a passé la nuit à la coloc, incapable de rentrer chez elle, comme si cet espace familier était devenu soudain trop étroit pour contenir tout ce qui s'est brisé. Dès le matin, Anaïs décide d'aller parler à Billy. Non pour l'accuser, mais pour comprendre, pour mettre fin à cette spirale de tension qui menace d'engloutir tout le monde. Avant de partir, elle demande à Milan et Tom d'arrêter leurs disputes incessantes. Elle n'en peut plus des clans, des certitudes hurlées trop vite, des regards accusateurs. Elle sent confusément que la vérité est ailleurs, dissimulée sous des couches de colère et de peur. Et surtout, elle sait que continuer ainsi ne mènera qu'à plus de dégâts. Pendant ce temps, à l'institut, la colère de Storek éclate sans retenue. Pour lui, la cérémonie n'a pas seulement été un échec symbolique, c'est une catastrophe financière, un manque à gagner considérable pour la fondation. Il ne cherche pas à comprendre, seulement à désigner des responsables. Clotilde, Jeanne et Andrea encaissent ces menaces, conscientes que cet homme ne lâchera rien. Ses paroles sont froides, calculées, et laissent planer l'idée que cette affaire est loin d'être terminée. Dans l'ombre, l'équilibre déjà fragile de l'institut commence à vaciller. À l'extérieur, Constance donne son cours de premier secours. L'air est plus léger, mais la tension ne disparaît pas pour autant. Joséphine et Lou se retrouvent forcés de travailler ensemble, sans échappatoire possible. Lorsque l'exercice simule un arrêt cardiaque, tout devient soudain trop réel. Joséphine doit vérifier la respiration de Lou, poser ses mains sur son torse, entamer un massage cardiaque qui réveille en elle des souvenirs qu'elle aurait préféré enfouir à jamais. Son visage se ferme, ses gestes deviennent mécaniques, presque douloureux. Gaspard, fidèle à lui-même, en rajoute avec des remarques lourdes de sous-entendus, rendant l'instant encore plus insupportable. Au même moment, loin de l'institut, un autre drame se joue. Romain Valdine débarque au Marais Salants, là où Billy pensait être à l'abri. Sa présence est une intrusion violente, une menace à peine voilée. Billy ne se laisse pas faire, lui ordonne de partir, ni toute implication dans le sabotage. Elle l'accuse d'être allée trop loin, d'avoir détruit sa réputation sans la moindre preuve. La confrontation pourrait basculer, devenir incontrôlable. Mais Ferdinand arrive à temps. Sans hausser le ton, il s'interpose, impose son autorité et force Romain à quitter les lieux. Lorsque le danger s'éloigne, Billy s'effondre. Toute la façade qu'elle avait érigée craque d'un seul coup. Ferdinand la prend dans ses bras, tente de la calmer, lui prépare une infusion de valériane et de passiflore pour apaiser son stress. Dans ce moment de vulnérabilité, il agit comme un refuge, un rempart contre un monde devenu trop agressif. Billy s'accroche à lui, persuadé qu'au moins une personne croit encore en son innocence. C'est précisément à cet instant qu'Anaïs arrive. Elle veut parler, clarifier les choses, peut-être s'excuser d'avoir douté. Ferdinand, sans hésiter, décide de couvrir Billy à 100%. Il affirme avoir passé toute la fin de journée et la soirée avec elle. Anaïs est surprise, presque soulagée. Elle s'excuse, explique qu'elle ne voulait pas l'accuser injustement. Une fois seule avec Ferdinand, Billy l'interroge, troublé par ce mensonge. Il lui répond calmement que lui non plus n'a rien fait, laissant planer une ambiguïté lourde de sens. À l'institut, un autre malaise se dessine. Stanislas emmène ses élèves du double au comptoir de Jude pour un moment convivial autour de tapas. Mais ce qu'ils découvrent le choque profondément. Les élèves mangent sans aucune manière, se servent avec les doigts, se gavent sans retenue. L'enthousiasme de Stanislas s'éteint brutalement. Pour lui, ce spectacle est révélateur d'un manque criant de savoir-vivre. Il comprend alors qu'au-delà de la cuisine, quelque chose d'essentiel fait défaut. Une idée commence à germer dans son esprit, il est temps de leur apprendre les bonnes manières. Pendant que chacun tente de reprendre pied, une décision lourde se prépare. Anaïs, épuisée, annonce à Clotilde qu'elle va poser sa démission dès le lendemain. Elle sait que ce geste ne résoudra pas tout, mais elle espère au moins apaiser les tensions et protéger l'institut d'un conflit qui la dépasse. Pour elle, partir devient un sacrifice nécessaire, presque inévitable. Et dans l'ombre, un malaise plus profond encore s'installe. Léonard commence à relier les éléments, à sentir que quelque chose ne colle pas. Sans le savoir, il s'apprête à mettre le doigt sur une vérité qui pourrait tout faire basculer. À l'institut, l'après-midi s'étire dans une atmosphère étouffante. Rien n'a repris son cours normal depuis la cérémonie ratée,
et chacun avance comme s'il marchait sur un sol instable. Léonard, lui, n'arrive plus à se concentrer. Les images de ces dernières heures tournent en boucle dans sa tête, les accusations contre Billy, la colère de Storek, les rumeurs qui se propagent plus vite que la vérité. Et surtout, ce détail qui le trouble de plus en plus, la présence constante de Ferdinand auprès de Billy, son empressement à la défendre, presque trop parfait pour être innocent. Léonard n'est pas du genre à crier ou à accuser sans preuve. Il observe, il écoute, il relie les points. Et plus il y pense, plus quelque chose lui échappe. Pourquoi Ferdinand a-t-il menti sur sa soirée? Pourquoi s'exposer ainsi, alors que le bad buzz autour de la cérémonie menace déjà l'image de l'Institut? Cette incohérence s'installe en lui comme une gêne sourde, impossible à ignorer. Dans un autre coin de l'Institut, Rose travaille sur un communiqué de presse. Elle pèse chaque mot, consciente que la moindre phrase mal formulée pourrait aggraver la situation. Jeanne, plus prudente, estime qu'il vaut mieux garder le silence tant que le coupable n'a pas été identifié. Clotilde, elle, cherche désespérément des solutions concrètes, mais l'impression de perdre le contrôle ne la quitte pas. L'Institut, autrefois si solide, semble soudain vulnérable, exposé aux critiques et aux conséquences d'une erreur qu'ils ne parviennent même pas à expliquer. Anaïs, de son côté, avance avec une détermination calme, presque résignée. Sa décision est prise. Elle annonce clairement qu'elle déposera sa démission le lendemain. Ce n'est pas un geste impulsif, mais le résultat d'une réflexion douloureuse. Elle sait que partir ne réparera pas la cérémonie, ne fera pas disparaître les tensions, mais elle espère que son départ apaisera au moins les esprits. Pour elle, c'est une façon de reprendre le contrôle, de ne pas laisser les événements la broyer davantage. Pendant ce temps, Joséphine craque à son tour. Face à Fleur, elle avoue ce qu'elle se refuse à admettre depuis trop longtemps, elle est toujours amoureuse de Lou. Pas un attachement flou, pas une nostalgie passagère, mais une dépendance émotionnelle dont elle n'arrive pas à se détacher. Être son amie lui est devenu impossible. Chaque regard, chaque silence ravive une douleur qu'elle pensait avoir surmontée. Cette confession, elle l'a fait sans larmes, mais avec une lucidité cruelle qui la laisse vider. À l'Institut, les conséquences du fiasco continuent de se faire sentir. Gaspard reçoit un refus pour un stage, directement lié à l'image dégradée de l'école après la cérémonie. La frustration l'envahit, mêlée à un sentiment d'injustice. Pour lui, tout cela n'est qu'un effet collatéral absurde, la preuve que les erreurs des uns finissent toujours par retomber sur les autres. Ismaël tente de calmer le jeu, rappelant que Billy n'est pas responsable, que Jeanne elle-même a confirmé qu'elle était avec Ferdinand ce soir-là. Mais ces mots n'apaisent rien. Ils ne font que renforcer l'énigme. Stanislas, fidèle à sa nouvelle résolution, officialise le lancement d'un module sur le savoir-vivre et les bonnes manières. Il présente cela comme de simples piqûres de rappel, presque anodines. Pourtant, derrière son ton posé se cache une réelle déception. Il a le sentiment que les élèves ont perdu de vue l'essentiel, que le respect et l'élégance ne peuvent pas être secondaires dans un lieu comme l'Institut. Colline et Mathéo deviennent les premiers cobayes de cette initiative, symbole d'un retour à l'ordre qu'ils jugent indispensable. Mais c'est ailleurs que la tension atteint son point de rupture. Léonard finit par confronter Ferdinand. Il ne l'attaque pas frontalement. Il commence par des questions simples, presque banales. Où étais-tu exactement ce soir-là? Pourquoi avoir menti? Ferdinand esquive, minimise, répète qu'il voulait simplement protéger Billy. Léonard l'écoute, mais son regard se durcit. Il lui explique calmement qu'il ne se rend pas compte de l'ampleur du bad buzz, que chaque mensonge alimente la machine médiatique et met l'Institut en danger. Peu à peu, Ferdinand comprend qu'il n'a plus d'issue. La pression devient trop forte, le poids du secret trop lourd à porter. Ce n'est plus seulement Billy qu'il protège, c'est lui-même qu'il tente de sauver. Et pourtant, il sait que continuer à mentir ne fera qu'aggraver les choses. Face à son frère, il baisse enfin la garde. Dans un souffle, presque comme une libération, Ferdinand avoue. Ce n'est pas Billy, ce n'est jamais elle, c'est lui qui a saboté la cérémonie des prix. Le silence qui suit est brutal, écrasant. Léonard reste figé, incapable de comprendre ce qu'il vient d'entendre. Toutes les pièces du puzzle s'assemblent soudain, révélant une vérité encore plus dérangeante que ce qu'il avait imaginé. À cet instant précis, Léonard réalise que rien ne sera plus jamais comme avant. Et que au-delà du choc, une question terrible se pose déjà. Ferdinand vient-il de signer la fin de sa place à l'Institut? Le silence qui suit l'aveu de Ferdinand est presque irréel. Léonard reste immobile, comme figé dans un instant qu'il refuse encore de reconnaître comme réel. Les mots de son frère résonnent en lui avec une violence sourde, bien plus brutale que n'importe quelle accusation publique. Ce n'est pas seulement la cérémonie qui a été sabotée, c'est quelque chose de plus intime, de plus profond.
la confiance qu'il plaçait en Ferdinand, cette certitude que, quoi qu'il arrive, il serait du même côté. Léonard cherche une explication rationnelle, un détail qui lui aurait échappé, une raison suffisamment forte pour justifier un acte aussi grave. Mais plus il y pense, plus il se heurte à un vide. Ferdinand ne lui a pas parlé d'erreur, ni de maladresse, mais d'un choix. Un choix conscient, assumé, qui dépasse le simple cadre d'une mauvaise décision prise sous la pression. Et c'est précisément cette lucidité qui fait le plus mal. Ferdinand, lui, ne se défend presque pas. Il ne cherche pas à minimiser ce qu'il a fait, ni à se cacher derrière des excuses trop faciles. Il affirme seulement une chose, Billy est innocente. Dans son esprit, tout converge vers cette certitude, comme si protéger Billy avait fini par justifier, à ses yeux, l'injustifiable. Cette obsession, Léonard l'aperçoit soudain clairement. Elle lui fait peur, parce qu'elle révèle jusqu'où son frère est prêt à aller, même au prix de sa propre chute. La discussion entre eux ne dégénère pas. Il n'y a pas de cris, pas de gestes brusques. Tout se joue dans les regards, dans les silences trop longs, dans les phrases interrompues. Léonard comprend que Ferdinand n'a pas seulement trahi l'Institut, il l'a placé, lui, dans une position impossible. Comment garder le silence quand la vérité est aussi lourde? Comment protéger son frère sans cautionner un acte qui met en péril toute l'école? À l'extérieur de cette pièce, la vie continue pourtant. Les rumeurs circulent, alimentées par les non-dits et les demi-vérités. Certains élèves commencent à sentir que l'affaire est bien plus grave qu'un simple incident technique. Le malaise est diffus, mais omniprésent. Chacun parle à voix basse, comme si le moindre mot pouvait déclencher une nouvelle catastrophe. Anaïs, de son côté, avance dans sa décision avec une détermination presque glaciale. Plus elle voit l'ampleur du chaos, plus elle se convainc que son départ est inévitable. Elle n'a pas encore annoncé officiellement sa démission, mais dans son esprit, c'est déjà acté. Elle observe les couloirs de l'Institut avec un regard différent, comme si elle les quittait déjà intérieurement. Chaque détail lui rappelle ce qu'elle risque de perdre, mais aussi ce qu'elle n'a plus la force de défendre. Chez Billy, l'apaisement est fragile. Elle sent que quelque chose s'est joué sans qu'elle en mesure encore toutes les conséquences. Ferdinand lui a menti pour la protéger, et cette protection commence à lui peser. Une inquiétude sourde s'installe en elle. Si la vérité éclate, ce ne sera pas elle qui tombera en premier, mais lui. Et cette idée la ronge, car elle sait que rien ne justifie un tel sacrifice. À l'Institut, la pression médiatique se fait de plus en plus forte. Rose n'a toujours pas publié de communiqué, et ce silence commence à être interprété comme un aveu d'impuissance. Jeanne insiste sur la nécessité de temporiser, mais chaque heure qui passe renforce le sentiment que la situation échappe à leur contrôle. Clotilde, elle, sent la menace de Storek planer comme une épée au-dessus de leur tête. Les conséquences financières et institutionnelles deviennent impossibles à ignorer. Face à tout cela, Léonard se retrouve seul avec sa décision. Dénoncer Ferdinand, c'est provoquer un scandale interne et briser définitivement leur lien fraternel. Se taire, c'est devenir complice d'un sabotage qui pourrait détruire la crédibilité de l'Institut. Il réalise alors que, quoi qu'il fasse, il y aura des dégâts irréversibles. Cette prise de conscience l'écrase, mais elle l'oblige aussi à regarder son frère autrement. Non plus comme celui qu'il doit protéger à tout prix, mais comme un adulte responsable de ses actes. Lorsque Léonard finit par prendre la parole, sa voix est calme, presque détachée. Il ne menace pas Ferdinand, mais il lui dit une chose essentielle, il ne se rend pas compte de ce qu'il a déclenché. Le bad buzz, les partenaires, la réputation de l'école, tout cela dépasse largement leurs relations personnelles. Et surtout, il ajoute une phrase qui résonne comme une sentence silencieuse, il y aura des conséquences. À cet instant précis, Ferdinand comprend que le pire n'est pas encore arrivé. L'aveu qu'il croyait libérateur vient d'ouvrir une porte qu'il ne pourra plus refermer. Et derrière cette porte, se dessine déjà la perspective d'une sanction, peut-être même d'un renvoi, qui semble désormais inévitable. Après l'aveu de Ferdinand, rien ne se brise bruyamment. Il n'y a ni confrontation publique, ni décision immédiate. Et pourtant, quelque chose s'effondre lentement, presque imperceptiblement. À l'Institut, l'air devient plus lourd, comme si chacun pressentait qu'un seuil vient d'être franchi. Les regards changent, les silences s'allongent, et la moindre conversation semble désormais chargée d'un sous-entendu. Ferdinand continue de circuler dans les couloirs, mais il n'y est plus tout à fait à sa place. Il le sent dans les attitudes, dans ses hésitations infimes avant de lui adresser la parole, dans ses échanges interrompus lorsqu'il approche. Rien n'est dit ouvertement, mais l'isolement commence déjà. L'aveu qu'il a fait à Léonard agit comme une onde invisible, se propageant lentement, transformant l'atmosphère sans qu'on puisse encore en mesurer toute l'ampleur.
Léonard, lui, porte ce secret comme un fardeau. Il ne l'a confié à personne, mais cela n'allège en rien son poids. Chaque fois qu'il croise Ferdinand, il ressent cette tension intérieure, ce tiraillement constant entre son rôle de frère et sa responsabilité envers l'Institut. Il se rend compte que le silence n'est plus une protection, mais une forme de lâcheté déguisée. Pourtant, parler maintenant reviendrait à déclencher une tempête dont il ignore encore les conséquences exactes. Pendant ce temps, les discussions stratégiques se multiplient. Clotilde, Jeanne et Rose tentent d'anticiper les prochaines étapes, conscientes que le silence médiatique ne pourra pas durer éternellement. La pression exercée par Storek reste omniprésente, comme une menace sourde qui conditionne chacune de leurs décisions. Il ne s'agit plus seulement de sauver l'image de l'Institut, mais d'éviter une rupture définitive avec un partenaire clé. Chaque option semble comporter son lot de sacrifices. Anaïs observe tout cela avec un détachement grandissant. Plus la situation se complique, plus elle se sent étrangère à ce lieu qu'elle a pourtant tant investi. Sa démission, encore officieuse, devient pour elle une certitude intérieure. Elle a l'impression d'être coincée dans une histoire qui la dépasse, où les erreurs des uns finissent par dévorer les autres. Partir n'est plus une fuite, mais une manière de se préserver. Chez Billy, le malaise prend une autre forme. Elle comprend peu à peu que Ferdinand a payé un prix énorme pour la protéger, et cette prise de conscience la met profondément mal à l'aise. Elle n'a rien fait, et pourtant, quelqu'un est en train de tomber pour elle. Cette situation crée en elle une culpabilité paradoxale, presque insupportable. Elle se demande si son silence n'est pas devenu, à son tour, une forme de trahison. À l'Institut, les élèves ressentent eux aussi ce changement d'atmosphère. Les conversations tournent autour de la cérémonie, des rumeurs, des hypothèses. Certains commencent à douter de la version officielle, d'autres se réfugient dans une indifférence de façade. Le climat de méfiance s'installe, fragile mais tenace, nourri par l'absence de vérité clairement assumée. Stanislas, concentré sur son nouveau module de savoir-vivre, tente de maintenir un semblant de normalité. Il impose des règles, des cadres, comme pour rappeler que l'Institut doit continuer à fonctionner malgré le chaos. Mais même dans ses cours, il sent une tension inhabituelle, une nervosité diffuse qui trahit l'inquiétude générale. L'ordre qu'il tente d'instaurer ressemble de plus en plus à une digue fragile face à une vague prête à déferler. De son côté, Léonard commence à mesurer la portée réelle de l'aveu de Ferdinand. Ce n'est plus seulement une affaire de sabotage, mais une question de valeur, de crédibilité, de responsabilité collective. Il comprend que, tôt ou tard, la vérité devra sortir, et que ce jour-là, il ne pourra pas rester en retrait. Cette certitude le hante, l'empêchant de trouver le moindre apaisement. Ferdinand, quant à lui, avance comme dans un brouillard. Il sait que le temps joue contre lui, que chaque heure qui passe rapproche l'inévitable. Pourtant, il ne regrette pas son choix. Protéger Billy reste, à ses yeux, la seule chose qui avait du sens dans cette situation absurde. Mais cette conviction ne suffit plus à calmer l'angoisse qui l'envahit à l'idée de perdre sa place à l'Institut, et peut-être bien plus encore. Peu à peu, une évidence s'impose, l'affaire ne peut plus rester confinée à quelques initiés. Les conséquences de l'aveu de Ferdinand s'étendent, insidieuses, prêtes à éclater au grand jour. Et lorsque cela arrivera, personne ne pourra prétendre être resté à l'écart. Le lendemain matin, l'Institut se réveille avec une tension presque palpable. Rien n'a changé en apparence, et pourtant tout semble différent. Anaïs traverse les couloirs avec une détermination calme, presque solennelle. Elle ne cherche plus à convaincre, ni à se justifier. Sa décision est désormais claire, assumée jusqu'au bout. Lorsqu'elle se présente devant Clotilde, il n'y a ni colère ni reproche dans sa voix, seulement une fatigue profonde et une lucidité douloureuse. Elle annonce officiellement qu'elle pose sa démission. Clotilde accuse le coup. Elle tente de la raisonner, de lui expliquer que ce départ ne réglera rien, que la situation est déjà suffisamment instable. Mais Anaïs ne recule pas. Pour elle, rester serait continuer à nourrir un climat de tension, accepter d'être un symbole malgré elle. Partir devient un acte de responsabilité, presque un sacrifice silencieux. Elle sait que certains verront dans ce geste un aveu de faiblesse, d'autres une fuite. Peu importe, ce qui compte, c'est de mettre fin à cette spirale qui l'a déjà trop abîmée. La nouvelle se répand rapidement dans l'Institut. Certains sont choqués, d'autres comprennent, sans toujours oser le dire. Anaïs devient, malgré elle, une figure paradoxale, celle qui paye pour un chaos qu'elle n'a pas provoqué. Cette injustice diffuse alimente un malaise général, renforçant le sentiment que la situation a dépassé toute logique équitable. Pendant ce temps, Ferdinand ressent de plus en plus le poids de sa propre solitude. L'aveu qu'il a fait à Léonard continue de le hanter.
Chaque minute qui passe le rapproche d'un moment décisif qu'il redoute autant qu'il l'accepte. Il observe de loin les conséquences de la démission d'Anaïs, comprenant que ses actes ont déclenché une réaction en chaîne bien plus large que ce qu'il avait imaginé. Pour la première fois, un doute l'effleure. A-t-il vraiment protégé Billy, ou a-t-il simplement déplacé la chute sur d'autres épaules? Chez Billy, la culpabilité devient presque insoutenable. Elle apprend la démission d'Anaïs avec un choc mêlé de honte. Même si personne ne l'accuse directement, elle se sent au centre de tout. Ferdinand s'est exposé pour elle, Anaïs s'en va pour apaiser les tensions, et elle reste là, intacte en apparence. Cette asymétrie la ronge. Elle commence à comprendre que le silence qu'elle a accepté de garder n'est plus neutre. Il est devenu un poids moral, une dette invisible. À l'institut, la pression de Storek refait surface avec plus d'insistance. Les discussions internes prennent un tour plus grave. Il n'est plus seulement question de communication ou d'image, mais de décisions concrètes, irréversibles. Les responsables savent qu'ils devront bientôt agir, désigner clairement un responsable, montrer que l'institut n'élude pas ses fautes. L'idée qu'un renvoi puisse être envisagé cesse d'être tabou. Elle devient une option, froide, rationnelle, presque inévitable. Léonard, de son côté, est pris dans une tempête intérieure. La démission d'Anaïs agit comme un électrochoc. Il comprend que le temps de l'attentisme est révolu. Chaque silence supplémentaire aggrave la situation, chaque non-dit creuse un peu plus le fossé entre ce qu'il sait et ce qu'il laisse croire. Il observe Ferdinand avec un regard nouveau, chargé non plus seulement d'affection fraternelle, mais d'une gravité lourde de conséquences. Ferdinand sent ce changement. Il perçoit dans l'attitude de son frère une distance nouvelle, une retenue qui n'existait pas auparavant. Il comprend alors que la protection tacite dont il bénéficiait touche à sa fin. Non par manque d'amour, mais parce que certaines lignes ne peuvent pas être franchies sans réaction. Cette prise de conscience l'ébranle plus que la perspective d'un renvoi. Perdre la confiance de Léonard, c'est perdre le dernier repère qui le maintenait encore debout. Autour d'eux, l'institut continue de fonctionner, mais de manière mécanique, presque artificielle. Les cours ont lieu, les élèves travaillent, mais chacun sent que quelque chose se prépare. Les regards se croisent, les discussions se murmurent. Plus personne ne croit vraiment à un dénouement sans heurts. Et dans ce climat étouffant, une certitude commence à s'imposer, le prochain pas sera décisif. Pour Ferdinand, pour l'institut, et pour tous ceux qui, volontairement ou non, se retrouvent pris dans cette affaire. Le temps des demi-mesures touche à sa fin. La journée avance, mais pour Léonard, le temps semble suspendu. Chaque pas qu'il fait dans l'institut lui rappelle la responsabilité qui pèse désormais sur ses épaules. Il ne s'agit plus seulement d'un secret de famille, ni même d'un sabotage isolé. C'est l'avenir de l'école, sa crédibilité, et l'idée même de justice qui sont en jeu. Plus il tente de repousser la décision, plus elle s'impose à lui avec une évidence implacable. Léonard s'isole, cherchant un moment de clarté loin des regards et des murmures. Il repense à leur enfance, à cette loyauté instinctive qui les liait, à la certitude qu'ils se protégeraient toujours l'un l'autre. Mais aujourd'hui, cette promesse tacite entre frères se heurte à une réalité brutale. Protéger Ferdinand reviendrait à trahir tout ce en quoi il croit. Cette contradiction le déchire de l'intérieur, l'empêchant de trouver le moindre apaisement. Pendant ce temps, Ferdinand sent que l'étau se resserre. Il n'a plus besoin de mots pour comprendre que son sort est presque scellé. Les regards qu'on lui adresse sont devenus plus lourds, moins indulgents. Même ceux qui l'appréciaient semblent désormais garder leur distance. Il n'essaie plus de se justifier. Une forme de résignation s'installe en lui, mêlée à une lucidité amère. Il savait, en agissant, qu'il prenait un risque. Il n'avait simplement pas mesuré à quel point ce risque allait tout emporter. À l'autre bout de l'institut, les discussions de la direction prennent un tour plus concret. L'hypothèse d'une sanction officielle n'est plus évoquée à demi-mot. Elle est posée, analysée, envisagée dans toutes ses conséquences. Le nom de Ferdinand circule, chargé d'un poids nouveau. Certains tentent encore de temporiser, d'autres estiment qu'un geste fort est désormais indispensable pour restaurer la confiance. La pression de Storek plane sur chaque échange, accélérant un processus que personne n'ose encore annoncer publiquement. Anaïs, bien que déjà sur le départ, ressent la gravité de ce qui se joue. Elle comprend que sa démission n'est qu'un élément d'un puzzle bien plus vaste. En observant Ferdinand, elle perçoit chez lui une solitude qu'elle connaît trop bien. Une solitude née d'une décision irréversible, quand on comprend trop tard qu'il n'y a plus de retour possible. Cette reconnaissance silencieuse crée entre eux un lien étrange, presque douloureux, même s'ils n'échangent pas un mot. Chez Billy, l'angoisse monte d'un cran. Elle sent que la vérité est sur le point d'éclater au grand jour, et que cette fois,
plus rien ne pourra la contenir. L'idée que Ferdinand paye le prix ultime pour un acte qu'il a commis en son nom devient insupportable. Elle oscille entre le besoin de parler et la peur de déclencher une chute encore plus brutale. Cette hésitation la paralyse, la laissant prisonnière d'un silence qui n'est plus protecteur, mais destructeur. Léonard finit par se retrouver face à Ferdinand une dernière fois, dans un moment suspendu où tout pourrait encore basculer. Il ne lui crie pas dessus, ne cherche pas à lui faire porter un poids supplémentaire. Il lui parle avec une gravité nouvelle, celle de quelqu'un qui a accepté l'inévitable. Il lui fait comprendre, sans prononcer les mots, que la décision approche, et qu'elle ne pourra pas être évitée. Dans ce face-à-face, Ferdinand réalise que ce qu'il va perdre dépasse largement sa place à l'Institut. C'est une partie de son identité, de sa relation avec son frère, de l'image qu'il avait de lui-même. Il comprend que le geste qu'il croyait protecteur s'est transformé en fracture irréparable. Et pour la première fois, il ressent pleinement la portée de ce qu'il a fait. Autour d'eux, l'Institut retient son souffle. Chacun sent que quelque chose est sur le point de se produire, que la prochaine annonce changera durablement l'équilibre fragile qui subsistait encore. Les décisions ne sont plus théoriques, elles sont imminentes. Et dans ce silence chargé de sens, une question demeure, suspendue comme une menace. Jusqu'où cette vérité ira-t-elle, et qui en sortira réellement indemne? Le moment arrive sans annonce officielle, sans convocation spectaculaire. Il s'impose simplement, comme une évidence. Léonard comprend qu'il ne peut plus différer. Le poids de ce qu'il sait est devenu trop lourd, non seulement pour lui, mais pour tout l'Institut. Lorsqu'il prend enfin position, ce n'est pas par colère ni par désir de punir, mais par nécessité. Il choisit de ne plus couvrir son frère. Ce choix, il le fait dans le silence, avec une douleur qu'il n'essaie même plus de dissimuler. Ferdinand accueille cette décision sans surprise. Au fond de lui, il s'y était préparé. Il n'y a plus de lutte, plus de tentative pour se justifier. Ce qu'il ressent, ce n'est pas de la peur, mais une forme de fatigue profonde. Fatigue d'avoir porté seul un secret trop lourd, fatigue d'avoir cru qu'un acte isolé pouvait rester sans conséquence. Il comprend désormais que le prix à payer ne se limite pas à une sanction professionnelle. La vérité, une fois sortie de l'ombre, a un effet immédiat. Elle ne provoque pas de scandale instantané, mais elle réorganise silencieusement les regards et les positions. Ferdinand n'est plus un simple suspect potentiel, il devient celui qui a franchi une limite. L'Institut, contraint de réagir, ne peut plus temporiser. La question n'est plus de savoir s'il y aura une sanction, mais laquelle, et quand. Léonard, malgré la fermeté de sa décision, ne se sent pas soulagé. Au contraire, une forme de vide s'installe en lui. Il a fait ce qu'il estimait juste, mais cela ne rend pas la trahison moins douloureuse. Le lien fraternel est profondément altéré, et il sait qu'il ne retrouvera jamais l'innocence d'avant. Ce qu'il a perdu ce jour-là ne se réparera pas avec le temps. Anaïs, en observant cette issue, ressent une confirmation amère de son choix. Son départ n'était pas une erreur. L'Institut qu'elle aimait traverse une crise qui dépasse les individus, une crise de valeurs, de responsabilités, de compromis impossibles. Elle part sans triomphe, sans ressentiment, mais avec la certitude d'avoir protégé ce qui lui restait d'équilibre. Billy, elle, reste marquée par une culpabilité tenace. Elle sait que, même blanchie officiellement, elle ne sort pas indemne de cette histoire. Ferdinand a tout risqué pour elle, et cette dette morale ne disparaîtra pas avec une décision administrative. Elle comprend que certaines protections coûtent trop cher, même quand elles sont offertes par amour ou loyauté. À l'Institut, le retour à la normale est illusoire. Les cours continuent, les élèves avancent, mais quelque chose a changé de façon durable. La cérémonie ratée n'était que le déclencheur d'une faille plus profonde. La confiance a été ébranlée, et chacun en ressent les secousses, même sans en parler. Stanislas poursuit ses modules, Rose prépare ses communications, Clotilde gère l'urgence. La machine institutionnelle se remet en marche, mais elle grince. Car derrière les décisions rationnelles subsiste une vérité plus dérangeante, personne n'est totalement sorti indemne de cette affaire. Ferdinand, enfin, se retrouve face à lui-même. Il ne cherche plus à se justifier, ni à convaincre qui que ce soit. Ce qu'il a fait restera, quoi qu'il arrive. Il accepte l'idée qu'il puisse être renvoyé, conscient que ce ne serait pas une injustice, mais la conséquence directe de son choix. Ce qu'il redoute le plus, ce n'est pas la sanction, mais la distance désormais installée entre lui et Léonard. Et c'est sur cette note amère que l'épisode se referme. Sans cri, sans résolution nette, mais avec une certitude lourde, le sabotage n'a pas seulement fait chuter une cérémonie, il a laissé des traces durables dans les relations, les consciences et l'équilibre même de l'Institut. Rien ne sera plus exactement comme avant.